Bonjour tout le monde et bienvenue dans le briefing des marchés du jeudi 23 juin 2022. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Et aujourd'hui, nous avons la deuxième audition de Jérôme Powell devant la Chambre des représentants cette fois. Donc encore une fois, on attendra son allocution à partir de 16 heures cet après-midi. Ce matin, on a eu des indicateurs décevants en Europe, venant notamment des PMI. Finalement, à l'heure où je vous parle, les marchés reprennent un peu des couleurs et sont dans le vert, donc pas si pire que ça. Mais effectivement, on a quand même eu une dégradation quand même sur ces indicateurs économiques. Alors hier, on avait la première audition de Jérôme Powell. On a terminé en légère baisse. On a quand même eu une séance assez mouvementée, rythmée justement par une audition du président de la Réserve fédérale devant le Sénat où il a affirmé que la Banque centrale américaine était fortement déterminée à combattre l'inflation. En même temps, vu les niveaux d'inflation, évidemment que la Banque centrale est fortement déterminée si elle ne veut pas que celle-ci impacte trop fortement les ménages, ce qui est déjà le cas, mais aussi les marges bénéficiaires des sociétés. Donc, lors d'une audition devant la commission bancaire du Sénat américain, Jérôme Powell a déclaré que la Fed était fortement déterminée à faire reculer l'inflation, tout en ajoutant que les prochaines hausses de taux continueraient de dépendre des indicateurs et de l'évolution des perspectives économiques. Donc, les indicateurs, c'est l'inflation, très clairement, et aussi les perspectives économiques, car beaucoup d'opérateurs craignent maintenant et price une récession d'ici la fin de l'année 2022, voire même début 2023. Donc suite à ça, les indices ont quand même un peu réduit leurs pertes. On a terminé dans le vert pour le Nasdaq, mais il y a encore des incertitudes, des zones d'ombre, des interrogations de la part des investisseurs qui s'efforcent toujours et encore d'évaluer jusqu'où pourraient baisser les actions face aux risques que font peser sur la croissance les hausses de taux programmées par la Fed. Car effectivement, tôt ou tard, les opérateurs estiment que la Fed va commencer à lever le pied et ne laissera pas le marché partir en dérapage non contrôlé. En Europe, ce matin, on est repassé dans le vert, notamment pour le CAC 40. On a eu quand même une belle baisse. On perdait quasiment 1,5%, je crois, sur le CAC et le DAX. Finalement, on est en train de remonter tout ça. On a quand même eu des résultats décevants, des enquêtes PMI sur l'activité du secteur privé qui s'ajoutent aux déclarations justement de Jérôme Powell sur le risque de récession aux États-Unis et le risque de voir la hausse des taux d'intérêt américains jugés nécessaires pour reprendre le contrôle de l'inflation aboutir à une contraction de la première économie, en tout cas jugée de plus en plus probable par un nombre croissant d'investisseurs et de grandes banques d'investissement. Effectivement, je vous ai présenté plusieurs graphiques cette semaine concernant les perspectives économiques et que ce soit Goldman Sachs, Nomura, bref, la probabilité d'avoir une récession est de plus en plus forte. Et même Jérôme Powell a avoué hier que le fameux soft landing, à savoir l'atterrissage en douceur, allait être extrêmement difficile. Effectivement, au vu du contexte, et si on a toujours une inflation qui reste assez élevée, qui ne fléchit pas, la Fed va devoir continuer à relever les taux et plus elle va mettre des tournevis monétaires forts et stricts, plus la probabilité d'avoir une récession aux États-Unis augmentera derrière. Concernant les indices PMI flash qu'on a eu en France et en Allemagne, ils sont ressortis inférieurs au consensus, signe toutefois que l'activité des services et de l'industrie manufacturière ralentissent plus rapidement qu'anticipé, après le coup de fouet donné quand même par l'allègement des restrictions sanitaires. Néanmoins, malgré un ralentissement, on reste toujours au-dessus de 50. Donc le pivot à surveiller, c'est les 50. Au-dessus de 50, on est toujours dans une soi-disant
expansion de l'activité, et en dessous de 50, là c'est contraction de l'activité, et par conséquent on viendrait confirmer le ralentissement économique en zone euro et pareil le risque de récession à venir. Maintenant, comme je vous le disais, on a la deuxième audition de Jérôme Powell à la Chambre des représentants cet après-midi. Je crois que l'audition est à 16 heures cette fois-ci. Et avant ça, les investisseurs étudieront les chiffres des inscriptions au chômage aux États-Unis. Côté macro, ici, on a un graphique du S&P 500 aujourd'hui, avec le S&P 500 en 1982 et 1974. Donc finalement, déjà, ce qu'il faut retenir, c'est que la correction à mi-parcours de 2022 dépasse déjà celle de 1982 et 1974, qui étaient toutes deux des années aussi de récession, d'inflation élevée et de correction depuis les sommets en janvier, comme vous pouvez le voir sur ce graphique. Maintenant, reste à savoir, la grande question, c'est de savoir comment va se porter la suite en 2022. Est-ce qu'on va suivre le chemin de 1982 et repartir à la hausse, ou bien celui de 1974 et continuer à aller un peu plus bas avant de repartir d'ici la fin de l'année? Donc cela dépendra encore une fois, mais vous le savez maintenant, de la capacité de la Fed à lutter contre l'inflation sans pour autant déclencher une récession à cause des hausses de taux jugées trop agressives. Donc voilà un peu comment se positionner dans ce contexte. J'ai un scénario un peu plus pessimiste, je dirais. Enfin, en tout cas, j'ai plutôt pour ma part un scénario qui ressemblerait à celui de 1974, sans pour autant rentrer dans un krach boursier ou un effondrement des marchés. Mais je verrais bien une correction un peu plus profonde, un été un peu animé, un peu chaud, avec des résultats décevants, comme je vous le disais. Je m'attends à quelques profit warnings, des révisions à la baisse, des marchés qui n'auront peut-être pas suffisamment les reins solides pour encaisser la prochaine hausse de taux de 75 points de base en juillet, sachant que la BCE doit elle aussi augmenter ses taux. Donc on va avoir un été assez animé. Je serais plutôt partant voilà, d'un scénario, d'un rebond à venir, d'une poursuite de la baisse un peu plus bas. Que ce soit sur l'indice S&P ou le CAC 40, il y a encore une petite chute, à mon avis, de 10, peut-être 10-15%, avant de repartir d'ici la fin de l'année, voire à partir de octobre, septembre. Généralement, on a une saisonnalité des marchés qui est assez forte. Les 3 derniers mois de l'année sont généralement des mois plutôt performants pour les indices, notamment pour le S&P. Et donc là, à mon avis, on aura intégré déjà toutes les hausses de taux. On sera dans un processus de fin de hausse de taux. Peut-être que l'inflation aura commencé à nettement ralentir d'ici là et les marchés auront déjà intégré tous les messages restrictifs de la Fed, ce qui permettra derrière de repartir un peu plus sereinement. Néanmoins, encore une fois, tout dépendra de la trajectoire de l'inflation, des perspectives économiques, car si effectivement elle s'aggrave et qu'on a un pessimisme, je dirais, assez exacerbé, eh bien, ça peut faire craindre une récession assez violente. Car là, actuellement, on price une récession, mais personne ne sait vraiment. En tout cas, le sentiment que les marchés price une récession très violente, très brutale, alors qu'on pourrait certes avoir une récession, mais pour autant, c'est pas parce qu'on a 2 trimestres consécutifs de baisse que c'est la fin du monde et qu'on a une récession très violente. Voilà, le marché a besoin de corriger des excès qu'on a eu au cours des derniers mois et des belles années en 2020 et 2021, mais pour autant, je ne tape pas sur une récession forte qui entraînerait vraiment un krach boursier derrière, très violent, comme on a pu le voir lors des précédentes décennies. Ici, c'est la performance du BTC après un pic majeur. Donc, deux choses à noter, c'est que déjà,
Pareil pour le BTC, ce n'est pas parce qu'il a perdu plus de 70% de sa valeur que c'est la fin des crypto-monnaies, que ça va aller à zéro. En ce moment, je lis beaucoup de tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, sur les réseaux sociaux. Euh, les anti-cryptos se félicitent en se disant, voilà, ça chute, vous voyez, ça vaut rien du tout. Et les holders, eh bien, résistent tant bien que mal dans cette chute, essayent de rester optimistes, mais connaissent justement les différents cycles qu'on a sur le BTC. Et donc, on a un échantillon assez court, certes, mais dans l'histoire du BTC, on a déjà eu 4 effondrements supérieurs à 80%. Donc là, on est en train d'en vivre un actuellement en 2021-2022. Le dernier, c'était celui de 2017-2018. On a eu en 2013-2015 avec l'effondrement, la faillite plutôt de MTGOX, et en 2011. Donc à noter que vous voyez que malgré des baisses de 80 à 90%, le BTC a toujours su repartir et même inscrire de nouveaux plus hauts historiques à chaque fois. Donc actuellement, on note quand même que quand on a un pic majeur, on a atteint un nouvel ATH, globalement, on a un drawdown entre 93% et 85%, 83%. Actuellement, on est à 70%. Je n'exclus pas, comme je vous le disais, un retour sur les 12K, 13K, comme, qui est selon moi un objectif théorique clé avec ce double top pardon, qui a été confirmé. Parallèlement, si on a des marchés chahutés cet été avec les résultats et les hausses de taux à venir de plusieurs banques centrales, effectivement, si le Nasdaq nous déclenche une nouvelle jambe de baisse, le BTC forcément suivra. Et on pourra avoir une période un peu plus compliquée encore, qui pourrait durer encore quelques temps. Vous voyez qu'en moyenne, le marché baissier, le plus court, ça a duré, bon, avant d'avoir le point bas en tout cas, ça a duré 160 jours. Et le plus long a duré quasiment 410 jours, soit un peu plus d'un an. Donc là, on n'est qu'à mi-chemin, effectivement, on a 220 jours. Donc si on rentre véritablement dans un marché baissier un peu plus long, si ça dure encore 3 mois de plus en comptant d'ici la fin de l'année à fin septembre, effectivement, on pourrait se retrouver à moins 80% au bout de à peu près voilà, 340 jours. Donc ça correspondrait et ça tablerait avec le point bas qu'on pourrait potentiellement avoir aussi sur les indices boursiers après la fin de l'été, une fois qu'on aura encaissé toutes les mauvaises nouvelles et qu'on aura déjà presque encaissé aussi toutes les hausses de taux de la part des banquiers centraux, et aussi on aura digéré l'ensemble des messages restrictifs. Si à la fin de tout ça, le marché est un peu trop bas, effectivement les banquiers centraux leveront le pied, peut-être reprendront du QE, ce qui permettra ensuite derrière au marché de reprendre de la hauteur. Donc encore une fois, tout est une question de timing et de patience. Le CAC qui reprend de la hauteur ce matin après avoir bien chuté après les PMI. Finalement, les investisseurs n'ont pas envie d'aller plus bas. Bon, on n'a pas vraiment d'avalement baissier, c'est dommage. On a fait un gap baissier, mais pas suffisant pour affirmer qu'on a un avalement. Non, voilà, on a une belle bougie, peut-être en train de former un nouveau double creux. Pour moi, on a un canal baissier avec un range ici et un début de divergence Tenkan Kijun ici qui se met en place. Vous voyez la Kijun qui se met à plat, la Tenkan qui suit, et elle va continuer d'être à plat, et pareil, Tenkan va se mettre à plat ici, ça va former ce qu'on appelle une divergence, un peu comme ici. Vous voyez, Kijun se met à plat, bon là elle n'est pas superbe parce que Tenkan n'a pas suivi derrière, mais quand on a des gros écarts un peu comme cela, que ce soit la hausse, vous voyez ici, Kijun à plat, Tenkan suit, on a un gros écart entre les deux, ça fait l'effet élastique et les prix hop, sont attirés derrière pour revenir à un niveau central, j'ai envie de dire, pour revenir plutôt vers la Kijun. Donc là, on a la même chose sur le Dow Jones et sur le CAC ici. Donc je note ce début de divergence. Pour moi,
le sentiment que le marché peut rebondir quand même, qu'il y a de la place. J'ai toujours un biais haussier de très court terme, hein, vraiment, mais je pense qu'on peut retourner chercher ces 6150 points. Le CAC reste fébrile. Avec le DAX aussi, l'Europe fébrile, les indices américains sont déjà un peu plus solides et les signaux haussiers qu'on avait en début de semaine n'ont pas été invalidés. Alors que sur le CAC, ça a été quand même invalidé avec le double creux et la divergence 4 heures. Donc là, on est toujours au même stade. Vous voyez qu'on est venu taper le bas du canal ce matin avant de repartir. Bon, maintenant, il faudrait qu'on puisse voilà, s'extraire de ce haut de canal et là, il y aurait du potentiel aussi à aller chercher pour venir combler ce gap. Donc la stratégie pour moi reste la même. Euh, la divergence en soi, elle a, elle a eu du plomb dans l'aile, effectivement, parce que voilà, logiquement, elle a été validée, on a fait un plus bas. Mais bon, ça semble repartir et le marché n'a pas véritablement envie d'aller plus bas pour l'instant. Euh, Maintenant, voilà, je préfère aller sur les indices où le rebond est encore en place, notamment sur le Dow Jones. Car le CAC, je ne sais pas s'il a été affecté par les résultats des législatives lundi, mais voilà, on a du mal vraiment à avoir un joli rebond. En tout cas, canal baissier de consolidation. Donc si les prix sortent par le haut, voilà, je tape toujours sur un pullback finalement sur le bas de la zone et potentiellement voilà, un comblement de ce gap avant de repartir à la baisse. Le DAX, il est venu pareil taper le bas de zone ici. La divergence est toujours en place. Ça pourrait former un magnifique double creux à moyen terme pour derrière venir combler le gap. Donc là, la divergence tient toujours. Effectivement, on a eu un excès baissier sur mèche, donc peut-être que certains ont élargi un peu le stop loss, mais voilà, on est venu taper le haut de zone qui nous sert de support ici. La divergence, on n'est pas venu casser mon oblique. Donc sentiment qu'on est en train de matérialiser un creux sur ce marché. Et pareil, je pense qu'on a un peu de potentiel pour reprendre un peu de hauteur. Et derrière, si on casse ce niveau, ça nous validerait un beau double creux pour venir combler ce gap. Parallèlement, notre oblique qui tient toujours, vous voyez, là on fait de l'excès sur mèche, mais cet oblique tient. Donc j'ai du mal à être baissier tant que j'ai ma zone qu'on a tracée, qu'on est venu chatouiller ici, et mon oblique qui tienne, tant qu'elle n'est pas cassée, pour moi il y a toujours une possibilité de rebond. Je parle bien d'un rebond, hein. Je ne suis pas certain d'avoir une reprise haussière derrière, plutôt un rebond technique à jouer avant de ensuite reverse pour viser une rechute de l'indice. Donc cet oblique qui fait le job pour l'instant, on est venu taper le bas de zone, sentiment que le marché n'a pas envie d'aller plus bas. Et pareil, on est en train de former un peu cette divergence Tenkan-Kijun. Donc voilà pourquoi j'ai un biais haussier de court terme sur l'indice pour venir combler ce gap dans un premier temps, puis le deuxième gap avant de repartir à la baisse. Là, en données 4 heures, on a déjà fait, c'est en données horaires que ça m'intéresse. Bon, pas grand chose à dire en données horaires, à part ce marteau inversé qu'on a eu, effectivement, prend un peu de hauteur derrière. Bon, le DAX reste quand même l'indice le plus faible, en Europe en tout cas. Si vous êtes acheteur, allez plutôt sur le CAC, c'est l'indice le plus fort, mais qui reste avec le DAX l'un des indices les plus faibles dans ce début de rebond. C'est plutôt du côté des US où le rebond se maintient, on n'a pas fait des plus bas. Là, on tente de se stabiliser alors qu'aux US, voilà, on a quand même amorcé un début de quelque chose, un début de rebond. Et la configuration est encore assez propre, alors que sur le DAX et le CAC, bon, les signaux ici, la divergence horaire, en soi, là, elle a été invalidée, cette divergence. Elle est partie, et ensuite c'est retombé, alors que sur le Dow Jones, c'est encore, vivant, les signaux qu'on a eus. Donc là, toujours un biais aussi, en tout cas, sur les indices, tant qu'on ne casse pas ma zone. Voilà. Moi, mon pivot que je surveille, c'est les 12 940, 12 844 sur l'indice allemand.
Le Dow Jones, justement, on a une grosse résistance au-dessus de la tête, mais vous voyez, la divergence horaire ici qu'on a sur le cash est toujours en place. En tout cas, elle n'a pas été invalidée, alors que sur le CAC et le DAX, si. Donc on est toujours dans ce rebond. On bute sur cette grosse résistance. Je vais enlever l'Ishimoku pour que ce soit un peu plus propre. Voilà. Donc là, on a vraiment une belle résistance ici, juste là, et voilà, ça fait plusieurs séances. On a cassé, pullbacké, on a allé plus bas, on a tenté. Mardi, c'est pas passé, mercredi, c'est pas passé. Donc si ça passe aujourd'hui, voilà, il y a de la place pour aller chercher ce fameux gap derrière. Il n'y a plus d'obstacles. La prochaine résistance, pour moi, elle est ici. Donc on trace des zones. On a une zone basse d'achat, pour moi, qui est hyper importante pour la tenue de l'indice, mais qui, selon moi, devrait quand même offrir à moyen terme un beau rebond une fois qu'on aura tapé ce gros niveau. Là, on bute sous notre résistance. Si derrière, on arrive à la casser cet après-midi, on a le champ libre pour aller chercher ce fameux gap qui est l'objectif de la divergence, notamment sur les futurs. Donc là, pareil, on est toujours bloqué. Je ne sais pas d'où elle vient cette oblique, mais je vais la supprimer. Hop. Donc là, on bute. Avec un peu ce début d'épaule, tête, un peu épaule inversée. Elle n'est pas très jolie, mais voilà, on sent qu'on a un niveau, qu'on travaille, 30 730. Si ça casse derrière, il y a de la place. C'est les 50% pour moi à aller chercher. Et là, on doit être sur les 38,2 à peine. Le 23,6 plutôt. Donc c'est les 50%. Voilà, vous voyez, comblement du gap, 50%, c'est l'objectif de la divergence. C'est un niveau clé. Donc là, pour moi, voilà le rebond que je vise sur le Dow Jones. Comme toujours, si on regarde les futurs qui sont dans le vert, le mini Dow Jones, il est là. Ouais, donc des futurs dans le vert, notre résistance qui est juste ici, et la divergence. C'est très propre au niveau de la divergence. Vous voyez, divergence là, elle était nickel. On a cassé, hop, on est venu pullbacker le niveau qui confirme la divergence. Donc c'est vraiment très très propre, hein. On est venu pullbacker ce niveau avant de repartir, donc pas de dégradation. On est revenu en parallèle sur l'ancienne ligne de coup du double creux. Donc maintenant, il faut qu'on casse absolument là cette zone à 30 540, 30 680 pour accélérer une bonne fois pour toutes et venir chercher notre TP2, enfin notre objectif final plutôt, de la divergence. Donc là, si certains ont joué cette divergence, le signal a été donné ici. Voilà, si on casse vraiment ce niveau cet après-midi, bah, remontez votre stop et vous le mettez tout de suite à break-even. Et vous allez chercher, le but c'est vraiment d'aller chercher ce fameux gap qui est resté ouvert sur les futurs, mais aussi sur le cash. Donc pour moi, c'est le niveau clé que je vise actuellement. Donc plutôt un biais haussier aussi sur les indices américains, mais je trouve que la configuration est quand même plus propre que sur les indices européens, où là, on a eu, ça tient, mais ça s'est dégradé en début de semaine. Et par conséquent, voilà, je préfère la structure du Dow Jones pour un plan swing de court terme. Bon, là on est sur un petit arami en une semaine, vous voyez. On est ouvert à l'intérieur de cette bougie. On pourrait former un arami haussier, ce qui pourrait permettre voilà, une reprise haussière. Bon, je suis pas fan de ce chandelier, enfin de ce pattern-là. Je le trouve pas très puissant, mais peut-être un creux de marché à court terme à noter. Voilà, en termes de retournement, je préfère les étoiles du matin, les étoiles du soir, les dark cloud cover, les bébés abandonnés, les avalements haussiers, avalements baissiers, les îlots de retournement. Voilà, là c'est des structures fortes. Les, les haramis, les pendus, les marteaux inversés, certes c'est des signaux de retournement, mais ils sont un peu faiblards. Voilà, c'est pas les plus forts en termes de signaux de retournement dans la bibliothèque des chandeliers japonais. Le forex, c'est mou.
il se passe toujours rien. On est dans des ranges à l'intérieur de ranges qui sont eux-mêmes dans des ranges. Euh, j'ai noté un plan intéressant, ce sera sur l'euro-yen, effectivement. J'ai envie de mettre en place un plan de trading sur cette paire. Mais là, l'euro-dollar, pas grand-chose à dire, malheureusement. Pas grand-chose à faire, surtout. À part me répéter et vous dire qu'on est dans un range à l'intérieur d'un range et que les niveaux clés pour intervenir à la vente, c'est les 1,0630 haut de canal et même 50 ou à l'achat 1,0350. Pas grand-chose à ajouter. Voilà, je vous disais hier que celles et ceux qui étaient à l'aise, effectivement, il y avait un petit range à trader en données 4 heures. Bon, vous voyez ici, c'est le range. Donc, celles et ceux qui sont vraiment à l'aise pour faire de l'intraday sur l'euro-dollar, qui sont capables d'affiner sur des unités de temps un peu plus courtes, pour voilà, prendre des signaux sur l'euro-dollar dans ce range, pourquoi pas, allez-y, si vous êtes vraiment à l'aise. Mais je ne suis pas fan de l'intraday sur le forex et je préfère mettre en place des plans swing. De manière générale, je suis plutôt sur des plans de moyen long terme. Je fais peu, voire pas du tout de court terme, surtout sur le forex. Donc ici, voilà, on a ce range-là. Donc si certains trouvent des opportunités à trader ce range 4 heures à l'intérieur du range daily, eh bien allez-y. Pour ma part, je préfère attendre la cassure d'une des deux bornes, voir le prochain mouvement directionnel et voir si on bute sur mes gros niveaux clés, sur mes grosses zones à la hausse ici, à la baisse juste là. L'euro 4, ça bouge pas. Si on baisse, mais pareil, dans le range. Donc là, j'ai l'avalement baissier qui... Bon, à surveiller si on forme un double creux, un double top. Si peut-être un double top en données 4 heures si on casse, mais je suis pas fan, j'aurais préféré une accélération haussière sur la borne haute. J'aime pas intervenir sur des niveaux qui ne sont pas les hauts de range ou les bas de range, surtout que le range est très propre ici. Donc là, je serais étonné qu'on ait une rotation, je dirais pas partielle, mais qui ne soit pas complète avant de retomber. Voilà, on a fait une belle rotation, une deuxième, troisième, quatrième, cinquième, on partait pour la sixième, donc on n'a pas de support ou de range, enfin de support ou de résistance dans ce range. Donc je suis étonné que les prix s'arrêtent ici. Je préférais que le marché aille un peu plus haut pour nous offrir vraiment un ratio risque-reward excellent pour viser la borne basse. Donc là, à court terme, un range à surveiller. Donc surveiller la cassure. L'idéal, ce serait d'avoir une sortie par le haut pour qu'on puisse mettre en place une stratégie vendeuse une fois sur ce niveau. L'AUD USD, c'est la même chose. On est revenu tester la borne basse du range à l'intérieur du range daily. Pour l'heure, je note toujours pas de signal de retournement. En tout cas, j'aimerais un chandelier en données 4 heures. Et là, ce n'est pas le cas. Notre oblique, ici, peut-être un début de biseau. Si on sort par le haut, pourquoi pas. Mais là, en données 4 heures, on est sur on est sur rien du tout, en fait. Comme chandelier de retournement, des short days, ça s'appelle, mais on est en données 4 heures, donc ça ressemble plutôt à des doji, mais pas de chandelier de retournement. En données horaires, si on essaye d'affiner un peu, j'ai pas non plus de divergence, j'ai pas non plus de chandelier de retournement pour l'instant. Donc à surveiller. Bon, on se rapproche de ce niveau clé, mais maintenant il faut surveiller un signal, peut-être que ce sera la sortie du biseau. Enfin, c'est l'euro-yen. L'euro-yen qui m'intéresse car c'est le seul plan intéressant de la semaine, je trouve. Dans le sens où on a potentiellement un double top qui pourrait se mettre en place et un range. Il y a de la place pour aller chercher la Kijun derrière. Là, on est soit sur un double top, soit sur un range. Ce que j'aime ici, c'est ça. Là. On est vraiment sur un chandelier de retournement. Donc, une étoile du soir doji. Donc là, on a un beau signal de retournement, belle bougie haussière, doji, bougie baissière, qui clôture dans plus de 50% du corps de la première bougie. Donc là, on valide complètement toutes les conditions de l'étoile du soir. Donc
Ça me plaît bien, avec un stop loss juste au-dessus. Donc le stop loss voilà, par ici. Parallèlement, on a fait un double top 4 heures. Vous voyez, tac, 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 double top ici validé, on casse. Euh, donc j'aime bien la configuration. On est sur un range. Ici, voir un double top. Si on cache, je vais plutôt partir dans un range. On a eu le double top, justement, court terme sur haut de range. Et on est en train de former l'étoile du soir sur daily, sur la borne haute de ce range. Donc vraiment des signaux baissiers pertinents sur ce niveau-là. Donc soit vous attendez la clôture pour confirmer vraiment la cassure 4 heures, mais aussi daily pour confirmer le chandelier de retournement, un stop au-dessus pour viser TP1 et TP2. Voilà. Voilà les deux niveaux à aller chercher. Donc on a un gros range. On pourra avoir une dégringolade en direction de la borne basse. Donc voilà le seul plan qui me paraît pertinent sur le Forex cette semaine. Le gold, toujours rien. Toujours rien sur cet actif, toujours dans le range surtout, mais inintéressant. L'idéal, c'est toujours d'avoir un retour sur la borne basse. Voilà. Trop d'obstacles au-dessus de la tête pour être acheteur. Kijun, MM200, zone de résistance horizontale, MM50, bas de nuage, haut de canal. Kijun mensuel. Donc, honnêtement, avec autant d'obstacles, j'ai clairement pas envie d'être à l'achat sur cet actif sur le niveau actuel. L'idéal reste d'avoir une marge de manœuvre. Car si on remonte et qu'on bute et que ça retombe, au moins on se fait stopper à break-even. Là, payer ici, ça monte, ça retombe, on perd le trade de manière, très bêtement, je trouve. Donc c'est pas le but. Maintenant, c'est de se dire, on prend un niveau de support, si ça bute et que ça retombe, on aura eu le temps de mettre à break-even, et si ça casse, tant mieux, on est dans le train, et derrière, on devrait assister à un beau flux aussi. Donc là, ce qui va m'intéresser, moi, surtout, c'est la clôture mensuelle. Limite, si on clôture en dessous, c'est très bien. Car si derrière, Matenkan et ma Kijun se mettent à plat, et qu'au cours des prochains mois, les 2 prochains mois, il faudrait, parce que sinon après Chikou va buter là-dedans, ce sera pas bon. Mais si au cours de juillet-août, on a une belle impulsion haussière, on aura la cassure Tenkan Kijun. Et là, on aura un signal technique haussier de long terme, très clairement, avec un niveau d'invalidation sous les plus bas ici. Donc voilà le plan de long terme. À court terme, pour l'instant, on est dans le range, donc l'idéal c'est d'aller chercher, de rechercher plutôt des achats sur ce niveau-là, voire les 1790, un peu plus bas, pour avoir suffisamment de marge de manœuvre pour retourner en haut. Ma foi, si on ne retourne pas sur ces niveaux-là, attendre qu'on ait cassé tous les obstacles. Donc là, ce serait avec la bougie, à mon avis, mensuelle de la semaine prochaine, qu'on ait une grosse percée pour enfin retrouver le chemin de la hausse et aller chercher les différents objectifs. Mais pour l'heure, rien à faire. Stabilisation à plat, pas de flux, pas d'action, donc passez votre chemin. Le Brent, qui nous a fait quand même une belle remontada en fin de séance hier. Néanmoins, ça reste toujours baissier. On est venu taper les 105, qui était la zone intermédiaire. Pareil, je suis assez neutre sur ce marché maintenant. Enfin, sentiment qu'on a un range, donc oui, qu'on peut aller plus bas, mais mettre en place un plan acheteur ici, sur le milieu de range, je suis pas fan. Mettre en place un plan vendeur non plus. Si véritablement on est dans un range, eh bien, je pense qu'il faut attendre un retour sur des niveaux de support clés.
Là pour l'heure, si je trace mon oblique, à mon avis, ça reste baissier. Largement baissier, on est vraiment en mode escalier. De plus haut, de plus en plus bas, donc tac, on revient tester. Bon, plutôt baissier, rien à faire pour moi sur le pétrole actuellement, on n'est pas sur des niveaux clés. On est sur le milieu de range, donc bon, je préfère attendre, voilà, je serais intéressé peut-être pour revenir à l'achat sur le pétrole sur les 105. Mais la zone idéale reste les 100 dollars. Avoir une grosse consolidation à plat sur le pétrole. Voilà, il faudrait qu'on revienne chercher notre kit jaune. On est quasiment venu la taper, mais vous voyez la kit jaune ici, ça correspond au niveau de support. Donc effectivement, chercher des potentiellement jouer un rebond de court terme proche de la kit jaune, pourquoi pas, mais derrière, ce serait de venir taper vraiment le bas du range, car on est finalement dans un range depuis plusieurs mois. Le light, donc là, on est venu taper la kit jaune, au point près, très propre. Donc derrière, c'est reparti, mais je me montre prudent face à ce chandelier de retournement qu'on a eu sur la borne haute. Donc celles et ceux qui veulent jouer des rebonds de court terme, c'est pas interdit. Effectivement, on vient taper des niveaux clés, ça peut repartir, mais n'oubliez pas qu'on est dans un range. Que logiquement, on est censé faire une rotation complète des prix. Donc dans ce cas-là, plutôt aller chercher un peu plus bas. Donc la configuration est la même que sur le Brent. Alors, une taper à Kijun, ça remonte. Pour moi, on bute sous résistance. Donc on est en train d'effectuer le pullback sur cette résistance-là. Mais derrière, l'idéal, ce serait d'aller chercher les 100 dollars, 97, voire là et même 200 au cours des prochains jours, qui devraient se rapprocher vers la borne basse de notre range. Car là, actuellement, voilà, pour moi, c'est pas un niveau exceptionnel pour rentrer à la vente ou même à l'achat sur ce marché. Les cryptos, je garde ce scénario de rebond. Pareil, là, tout est dit. Vous voyez ma kit jaune qui se met à plat, ma Tenkan qui a suivi. Ça fait la divergence Tenkan kit jaune. Comme sur les indices. Donc, je m'attends à un rebond. Je ne parle pas d'une reprise, mais vraiment d'un rebond technique de court terme sur le BTC. On a un peu de mal, effectivement, on a un marché qui est un peu mou, mais on ne va pas plus bas pour l'instant. Si notre kit jaune reste tel quel, effectivement, l'effet élastique devrait se produire. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher la kit jaune. Pour ma part, je vise plutôt les 24 000. Ça me paraît, c'est un niveau clé. En tout cas, voilà, c'est la petite résistance qu'on a ici. La kit jaune, c'est les 50% de retracement de la dernière vague de baisse, ce qui coïnciderait avec la divergence haussière en données 4 heures, qui est toujours valide. Ouais, elle est toujours en place. Elle est toujours en place. Pareil, on est venu pullbacker. On est venu pullbacker quasiment le sommet qui donnait la validation de cette divergence. Donc là, ça repart. Ça manque de flux, effectivement. On sent que les vendeurs sont assez fébriles, mais en soi, elle n'est pas invalidée, cette divergence. Elle n'est toujours pas invalidée. Les prix n'ont pas cassé le support. Donc, il y a encore du potentiel pour effectuer ce fameux rebond en direction des 24 000. Je ne viserai pas plus haut. Très clairement, voilà. Pour moi, on a eu une grosse chute. On a perdu 10 000 dollars en seulement quelques séances. Le marché reste lourd, l'ambiance morose, je le sais. Pas mal de mauvaises nouvelles qui ont certes été déjà intégrées par le marché, mais voilà, les catalyseurs haussiers manquent à l'appel. Donc, comme les catalyseurs haussiers manquent à l'appel, difficile d'évoquer une reprise haussière et un retour sur les 30 000. Là, c'est purement technique, c'est uniquement un rebond de court terme dans un premier temps. Si, lorsqu'on arrive ici, eh bien, je ne sais pas, on a une bonne news, pourquoi pas, je reverrai ma feuille de route. Mais pour l'instant, en l'absence de bonnes nouvelles plutôt, je suis plutôt d'un avis technique et d'un rebond technique sur le BTC comme sur l'Ethereum.
Même constat. La même chose, je garde un TP1 à 1400. La divergence, vous voyez, on est venu faire notre pullback sur le signal, voilà, qui confirmait. Hop, on est venu pullbacker, c'est reparti. Donc là, c'est bon. Elle n'est pas invalidée, toujours pas. Mais il faut pas qu'on redescende plus bas. Il faut vraiment pas qu'on redescende plus bas. Et ce serait bien maintenant que les acheteurs se manifestent un peu sur ce gros niveau et retournent chercher tranquillement les 1400. En tout cas, c'est l'objectif qui me paraît atteignable, surtout avec cette belle zone, cette très belle zone de prix. Cette double borne basse de canal, ce niveau des 1000, la divergence Tenkan Kijun qui est en train de se former sur un gros niveau de support. Donc effectivement, j'ai du mal à être baissier avec des signaux haussiers que m'envoient mes indicateurs et aussi les prix. Donc voilà pourquoi je table sur un rebond de court terme, bien entendu. La dynamique reste baissière et comme je vous le disais, je n'exclus pas un retour du BTC à 13 000 dollars au cours des prochains mois, très clairement. Mais pour l'heure, à court terme, un rebond me paraît envisageable et plausible. Voilà. Donc le plan n'a pas changé. Pour moi, on est sur des gros niveaux de support. On a des signaux haussiers qui sont toujours en place et qui ont été confirmés par les prix. Maintenant, il faut que les acheteurs montrent qu'ils sont encore là pour réaliser ce scénario. Écoutez, ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée, de très bons trades et je vous dis à demain pour un nouveau point complet sur la planète finance.